En 1989, lorsque Sylvia Reed suggéra à son époux de donner à son prochain album le nom de New York, Lou se montra sceptique. D'habitude, il n'avait pas de réticence à suivre ses conseils, ce n'était pas par hasard qu'il lui avait confié les rênes de sa carrière. Mais tout de même, prétendre synthétiser son bastion adoré, sa mégalopole multiculturelle au centre du monde en un disque de rock, même à lui ça paraissait prétentieux. Pour Sylvia, c'était pourtant une évidence. Après tout, Lou souhaitait chroniquer le quotidien new-yorkais à travers ses habitants, comme l'avait fait James Joyce pour Dublin dans son célèbre recueil de nouvelles, The Dubliners. On avait connu entreprise plus humble, et pour assumer l'ambition d'un tel projet, le sobriquet de la grosse pomme semblait plutôt adapté. New York se compose donc de 14 morceaux, longuement mûris pendant 3 années, qui marquent la fin d'une disette créative dont on ne voyait plus le bout. Terminé les complaintes nombrilistes qui étaient aux oreilles ce que le sirop pour la toux est aux papilles. Rien qu'en un couplet, New York fait presque oublier toutes les âneries de Mistrial. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York. Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest, the earth squeals and shudders to a halt. Évacuons tout de suite le relatif défaut de ce superbe disque. New York est d'un classicisme exempt de toute prise de risque. C'est du rock carré, d'une efficacité redoutable, dont l'élément musical le plus original est ce chant parlé qu'adopte Lou Reed et qui lui va à ravir. Mais comment lui en faire le reproche quand les chansons sont d'un tel calibre ? Lou Reed parvient enfin à concilier sa maturité tant revendiquée avec les obsessions saines de sa jeunesse. Les laissés pour compte, qui survivent avec difficulté dans l'hostilité d'une ville immense qu'il connaît comme sa poche, sont à nouveau au centre de ses préoccupations. Mais voilà qu'il nuance la noirceur de son tableau avec un supplément d'âme qu'on n'attendait pas forcément chez lui. Oui, New York est doté d'une conscience sociale, et de la part du chantre du nihilisme et de la misanthropie, on a le droit d'être surpris. Lou Reed fait son Springsteen, mais à l'inverse du boss, il ne nous laisse pas le loisir de tirer nos propres conclusions. Sans embâge, il étale des opinions conventionnelles certes, mais qui aujourd'hui lui vaudraient d'être accusé de faire allégeance à l'extrême progressisme. Son New York, terre promise de bobos branchés, est aussi le carrefour mondial des inégalités, dont la légendaire insécurité excite ou effraie les potentiels touristes du reste de l'Occident. La pauvreté y est cultivée, puis criminalisée pour alimenter les discours racistes et justifier les politiques répressives. Romeo had Juliet est une introduction parfaitement représentative de ce qui va suivre. En les nommant comme les héros tragiques de Shakespeare, Lou Reed iconise son couple d'anonymes désœuvrés qui se démènent en bas de l'échelle. Au contraire, sur Good Evening Mr. Waldheim et Sick of You, lorsqu'il mentionne des personnalités médiatiques, influentes ou en position de pouvoir, c'est pour les invectiver, voire les tourner en ridicule. Dans Endless Cycle et Dirty Boulevard, il fait état de carcans familiaux que cette société bousille par millions, condamnant aussi les générations à venir. Il dévoile même une sensibilité écolo avec Last Great American Whale. New York révèle un Lou Reed volubile, concerné par à peu près tout ce qui l'entoure. C'est un album que j'adore, d'autant plus qu'il intervient comme un miracle, au moment où on pouvait penser que Lou n'avait plus l'ombre d'un verre correct à nous offrir. Cependant, je me dois d'être entièrement honnête. Je peux concevoir qu'on juge ce disque comme un énième chapitre dans la tentative de dédiabolisation de son auteur. Et oui, pourquoi Lou Reed serait devenu le petit père des pauvres du jour au lendemain, si ce n'est pour prouver que désormais, il ne mord plus que les mains de ceux qui le méritent. D'une part, en admettant que cette hypothèse soit la bonne, je peux accepter de me faire arnaquer intellectuellement pour peu que je sois rassasié musicalement, ce qui est largement le cas ici. Mais ma véritable conviction, c'est que cette malsaine campagne de réhabilitation s'est achevée avec Mistrial. New York est un objet autrement plus spontané, qui nous épargne les plaidoiries indécentes et nous offre en échange 2 confessions sincères. C'est le deuil qui inspire à Lou Reed les plus belles chansons de l'album, Halloween Parade et Dymester Mystery. La première se déroule, comme l'indique son titre, le jour de la fête des morts, tandis que se déploie le défilé costumé annuel de la Christopher Street à Greenwich Village. Ce quartier, au lieu festif où venait se réfugier la communauté LGBT, Lou Reed l'a bien connu et fréquenté, dans une autre vie, serait-on tenté d'ajouter. Alors qu'il énumère les participants en les désignant par leur déguisement, les souvenirs remontent à la surface, et il constate, le cœur serré, combien la foule, jadis foisonnante, s'est amenuisée. Nombreux manquent à l'appel, parmi celles et ceux qui furent ses amis, et souvent même les muses de ses premiers succès. Entre-temps, la moitié du casting de Walk on the White Side a rendu l'âme, la Factory s'est désertée, et le sida a fait les ravages que l'on sait.
Tous ces gens, Lou Reed les a aimés sans leur dire, et au final, il les a abandonnés sans leur donner d'explication, persuadé ainsi de sauver sa peau. Avec Halloween Parade, Lou Reed jette dans le rétroviseur un regard franc, et cette fois-ci, on croit à la sincérité de ses regrets. Il parvient à synthétiser, en une phrase brève teintée de pudeur, tout ce que ses 3 albums précédents ont échoué à raconter. Le passé continue de toquer à ma porte, et j'aimerais ne plus jamais l'entendre. The Halloween Parade. At the Halloween Parade. De tous ces illustres disparus, il en est un dont l'absence se fait plus criante encore. C'est à Andy Warhol, mort le 22 février 1987, que Lou Reed dédie Dime Store Mystery, le dernier titre de New York. Pour l'occasion, Lou a repris contact avec Moe Tucker qui se charge des percussions, et son sens de la pulsation si singulier n'est pas le seul élément qui rapproche le morceau de ce que faisait le Velvet Underground. Il y a, bien sûr, le texte surréaliste qui jongle avec les allitérations et les assonances, semblable à une version zen de Black Angel's Death Song sur l'album dont Warhol avait dessiné la fameuse banane de la pochette. Mais c'est surtout ce frottement de cordes, aussi austère qu'entêtant, qui accroche l'oreille. Non, il ne s'agit pas de l'alto de John Cale, mais l'arrangement est si caractéristique qu'on jurerait entendre un appel du pied de la part de Lou Reed, trop orgueilleux pour décrocher son téléphone. 20 ans déjà qu'ils avaient mis fin à leur collaboration. John Cale n'avait pas chômé. Il avait même mené une carrière passionnante et collectionné des excès dont il n'était, lui non plus, pas particulièrement fier. À l'aube des années 90, il était amoché mais sobre, tout comme Lou Reed, son frère ennemi à qui il n'adressait quasiment plus la parole. Mais rien de tel pour recoller les morceaux qu'un bon vieux drame, et c'est à l'enterrement de leur ex-mentor qu'ils renouèrent contact. Les retrouvailles furent suffisamment cordiales pour qu'ils envisagent à nouveau de travailler ensemble. Il fallait au moins la mort d'Andy Warhol pour qu'un tel miracle s'accomplisse. Leur dette envers lui ne s'arrêtait pas au maigre budget consacré au premier album du Velvet. Ce que l'artiste pop leur avait transmis, c'était avant tout un enseignement précieux qui contribua à forger leurs œuvres respectives. Leur prochain album commun serait donc l'expression de leur reconnaissance, mais pas seulement. Car Songs for Drella allait se révéler être une œuvre thérapeutique dans laquelle Cale et Reed rendaient hommage autant qu'ils dénoueraient quelques conflits intérieurs. Drella, c'est ainsi qu'ils appelaient affectivement leur tuteur. Une contraction entre Dracula et Cinderella, un surnom qui déplaisait à l'intéressé, mais qui collait bien à sa dualité et à son aura. À l'image de son titre, Songs for Drella est un portrait attendri mais honnête d'Andy Warhol. Une biographie musicale qui, plutôt que de s'essayer à l'exhaustivité, s'arrête sur quelques moments clés de son existence. Dans l'ouverture Small Town, Reed expédie son enfance, celle d'un paumé au rêve trop excentrique pour se voir réaliser à Pittsburgh le patelin qu'il voudrait plaquer. Ses désirs d'émancipation sont d'ores et déjà comblés sur Open House, un deuxième morceau qui idéalise Warhol comme l'hôte chaleureux et bienveillant de son usine d'artistes. Dans sa première partie, Songs for Drella dépeint la Factory en terre promise pour les créatifs exclus des mondanités, un espace de liberté où les instinctifs se découvrent d'extraordinaires talents. Par la voix de John Cale, les somptueuses Style It Takes et Trouble with Classicists précisent les préceptes du maître. Sur ses élèves, ces fameuses stars éphémères, il porte un regard affectueux et admiratif sans les ménager pour autant. Dans le bouillonnant Work, Lou Reed fustige les croyances selon lesquelles la Factory n'était qu'un repère de tir au flanc occupé à s'auto-congratuler. Au contraire, Warhol poussait les artistes à être productifs et voyait d'un mauvais œil ceux qui se contentaient de peu. Mais si l'album célèbre la générosité et l'éthique de travail d'Andy Warhol, il n'omet cependant pas les parts sombres de sa personnalité. Dans la deuxième moitié, le ton se durcit. L'oraison funèbre ne fera pas l'impasse sur la déchéance de la Factory, et jamais Songs for Drella ne tente de baratiner l'auditeur avec une version plus satisfaisante de l'histoire. La prise de risque est payante, car elle l'affranchit d'office de l'angélisme larmoyant qui plombe généralement l'exercice.
Dans Sleepaway, Warhol voit son empire s'effriter à mesure que s'achèvent les quarts d'heure de gloire de ses résidents. Tous tombent comme des mouches, pour la plupart ravagés par la drogue, et face à l'hécatombe, Andy esquive les reproches légitimes qui lui sont faits. It Wasn't Me le dévoile à l'opposé du visage bienveillant qu'il arborait sur Open House. Lorsque ses disciples s'autodétruisent, il prétend n'avoir aucune prise sur eux et les renvoie à leurs responsabilités individuelles. De façon fort tragique, il subira les conséquences désastreuses de son indifférence. Le 3 juin 1968, au beau milieu de la Factory, l'autrice du manifeste misandre Scum, Valérie Solanas, lui tire une balle qui lui déchire les tripes de part en part. Animée par la vengeance, l'assaillante lui avait crié, avant de faire feu, « You can't control me anymore. Tu ne peux plus me contrôler ». Diagnostiquée schizophrène, Solanas écopa d'une peine clémente de 3 années d'emprisonnement avec obligation de soins. De quoi éveiller une rancune terrible chez Lou Reed. Sur I Believe, il envoie valser ses convictions progressistes et s'improvise supporter de la loi du talion. An eye for an eye is elemental. Œil pour œil, grogne-t-il. Being sick is no excuse. La maladie n'excuse rien. Cette hargne n'est pas sans rappeler une version de Lou Reed qu'on croyait disparue en 1982. On ne lui avait plus connu une telle colère depuis qu'il s'était lui-même crucifié en chanson sur The Blue Mask. Malgré le trouble bipolaire que des psychiatres venaient de lui déceler, il se refusait toute circonstance atténuante et réclamait la peine la plus sévère. I Believe requiert la même pénitence pour celle qui a cloué Andy sur un lit d'hôpital. Lou Reed se dit prêt à exécuter lui-même la sentence pour laver son honneur. Mais New York n'est pas le Far West et Warhol n'avait que faire de ces relents justiciers de pacotille. Ses attentes en amitié étaient autrement plus modestes et en l'occurrence, elles ne furent pas satisfaites par Lou. Songs for Drella ose, enfin, aborder leur brouille à jamais irrésolue. Le disque va même assez loin dans la transparence. Notamment le magnifique A Dream, long monologue élégiaque, susurré par John Cale, qui reprend à l'identique une phrase qu'Andy avait écrite dans son journal intime, publié peu après sa mort. « You know, I hate Lou, I really do. » Tu sais, je déteste Lou, vraiment. Andy n'a jamais compris pourquoi Lou lui avait tourné le dos. Dans son désir de rompre avec tous ceux qui lui rappelaient de près ou de loin son passé toxicomane, Warhol ne voyait qu'ingratitude et cruauté, et en l'absence de toute explication, il n'y avait pas lieu de penser autrement. Songs for Drella est la confession poignante que Lou Reed devait à son ami qui n'est plus là pour l'entendre. Comme il le note avec amertume dans le déchirant Hello It's Me, I know this is late in coming. Je sais que ça arrive un peu tard, but it's the only way I know. Je ne sais faire que comme ça. Cette sincérité courageuse consolide l'émotion de Songs for Drella, dont le thème sous-jacent est peut-être moins le deuil que le tumulte des amitiés. D'un point de vue formel, le disque respecte scrupuleusement son parti pris intimiste. Aucun musicien additionnel n'est convié. Sans même une batterie sur laquelle se reposer, Reed et Cale se confrontent en lieu clos, armés de leurs instruments totems. Une guitare pour le New-Yorkais, un alto et un piano pour le Gallois. En filigrane, on devine la tension toujours présente, les vieilles déflagrations sonores qui font encore trembler les murs. La dernière fois qu'ils s'étaient retrouvés ensemble dans un studio, c'était pour enregistrer Sister Ray, la bande originale de leur guerre fratricide. Sur Songs for Drella, les deux éminences proto-punk semblent se tutoyer à nouveau dans un dialogue musical en totale symbiose. Dans les rythmiques anarchiques de Reed, dans le martèlement frénétique du clavier de Cale, se trouvent les regrets qu'ils éprouvent pour leur amitié gâchée, l'admiration qu'ils se vouent en secret. En rassemblant leurs souvenirs communs, ils se livrent chacun à un mea culpa poignant, mais trop pudique pour s'assumer comme tel. Au final, la grande réconciliation n'aura pas lieu, et une fois encore, John Cale aura de quoi se plaindre de l'attitude du New-Yorkais après l'enregistrement. Car malgré ses prises de conscience, malgré sa volonté et ses efforts pour être meilleur, Lou Reed reste Lou Reed, et s'il sait parler aux morts, il ne s'entend pas avec les vivants. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Si Songs for Drella n'est pas son dernier album, il a pourtant la saveur douce amère d'un épilogue. Songs for Drella concentre tout ce qui fait la force de l'œuvre de Lou Reed, en plus d'en faire une sorte d'autocritique. En voulant fusionner deux arts apparemment antagonistes, il a cumulé les tares de l'écrivain et du chanteur. Trop vulgaire pour la littérature, trop snob pour le rock, Reed a incarné le parfait salopard.
avec ses angoisses et sa rancune pour carburant. Mais tout cela n'était pas que du théâtre, et dans Songs for Drella, il en mesure les conséquences irréparables. À 6 pieds sous terre, Warhol n'aura jamais l'occasion d'entendre l'album qui lui est consacré, et les excuses de Lou Reed, ses démonstrations d'affection, viendront se heurter à sa pierre tombale. Il n'y a pas de rédemption possible chez Lou Reed. Les erreurs, d'autant plus lorsqu'elles sont commises aux yeux de tous, alourdissent les souvenirs et ne s'effacent jamais. Songs for Drella est une grande œuvre d'impuissance qui soulage mais ne guérit pas. Goodbye, Andy. Certains considèrent que Lou Reed est demeuré ce qu'il fut dans les années 70, un odieux personnage aux déviances trop nombreuses pour être énumérées. Pour d'autres, comme moi, c'est aussi ce qui a fait son charme magnétique. Cette arrogance, cette cruauté, cette colère envers le monde entier. Voilà de quoi canaliser mes propres pulsions destructrices. Mais l'adolescence ne dure qu'un temps, et si Lou Reed avait continué dans ce registre, d'une part je m'en serais désintéressé en vieillissant, et d'autre part il aurait cassé sa pipe bien avant 71 ans. Bien sûr, la première partie de sa carrière est spectaculaire, mais elle est encore plus passionnante une fois circonstanciée par Songs for Drella, et c'est ce que loupent ceux qui ne jurent que par les années Velvet. De toute manière, il aurait été bien vain d'attendre de lui une trajectoire précise, puisque s'il y a bien une chose qui caractérise Lou Reed en tant qu'artiste, c'est qu'il a toujours fait strictement ce qu'il voulait, quitte à faire n'importe quoi. Soucieux de cocher tous les reproches qu'on pouvait lui faire, Lou Reed devait se sentir déçu qu'on ne l'ait pas traité de vendu en presque 30 ans de carrière. C'est peut-être à cela qu'on doit la reformation la plus absurde de l'histoire du rock. En effet, alors qu'on le pensait aussi mort qu'un perroquet, le Velvet s'est relevé le temps d'une juteuse tournée européenne. Quoi de mieux pour se réconcilier avec son passé qu'un joli paquet de pognon ? Comble de la trahison, le groupe assura même la première partie de U2 pour quelques concerts, parachevant là sa récupération mainstream. Mais qu'importe ce qu'en pensaient les puristes, Lou Reed profitait enfin de sa reconnaissance tardive et ne prêtait attention qu'aux avis qui flattaient son ego. Celui, par exemple, de Václav Havel, premier président démocratique de la République tchèque, avec qui il eut l'honneur de s'entretenir, et qui lui révéla combien le Velvet Underground fut une inspiration dans son combat contre le régime soviétique dont il avait affranchi son pays. Voilà qui valait bien toutes les critiques du monde. Manifestement, Reed n'avait plus besoin de simuler la sagesse. La perspective de la mort, avec qui il avait tant joué mais qui préférait ses amis, avait réussi à le calmer là où la sobriété avait échoué. Sorti en 1992, Magic and Loss est un nouvel hommage dédié à un ami défunt. C'était au tour de Doc Pomus de rendre l'âme à l'âge précoce de 62 ans, la faute à un fulgurant cancer du poumon. Non content d'avoir composé un paquet de chansons parmi les plus fameuses de l'histoire de la pop et avec lesquelles Lou avait grandi, ce personnage essentiel de l'industrie lui avait mis le pied à l'étrier. Encore un père spirituel qui pliait bagages, mais cette fois-ci, Lou l'avait accompagné sur une partie du voyage. À son chevet, il avait assisté à toutes les étapes, celles que Warhol avait dû affronter seul. L'alitement perpétuel, la futilité de l'espoir, l'acharnement thérapeutique, la crainte du néant puis l'envie d'en finir, on retrouve tout cela dans Magic and Loss. Derrière son apparente austérité, c'est une œuvre traversée par la spiritualité qui oppose au nihilisme d'antan une fulgurante pulsion de vie. Lou Reed sait bien que ça aurait pu être lui, cloué sur ce lit d'hôpital. Il est en sursis, l'hépatite nichée dans son foie depuis des années aura un jour raison de lui. Now I've seen lots of people die from car crashes or drugs. Last night on 33rd Street I saw a kid get hit by a bus. Mais les haters vont devoir attendre encore avant de pouvoir déboucher le champagne. Pas vache, Lou Reed allait leur donner quelques os à ronger pour les faire patienter. Lou traversa les années 90 au rythme de croisière d'un album correct tous les 4 ans. Je n'ai pas grand chose à dire sur Set the Twilight Reading et Ecstasy, sortis respectivement en 1996 et en 2000, si ce n'est que ce sont deux écoutes plaisantes à la tiédeur assez peu caractéristique de leur auteur. En un sens, ils réussissent ce que ces disques des années 80 avaient lamentablement foiré, à savoir faire le portrait d'un homme vieillissant gagné par la sérénité. Néanmoins, il y a une incongruité de taille qui jure dans cette peinture aseptisée. 18 minutes,
c'est le temps que dure Like a Possum, avant-dernier titre de Ecstasy. C'est quasiment Street Hustle et The Bells réunis, c'est même plus long que Sister Ray, et c'est presque aussi radical. Pendant que grondent deux accords uniques qui ne s'arrêteront pas avant de vous avoir rongé le cerveau, une guitare saturée dans chaque canal auditif essaie de s'étrangler l'une l'autre, tandis que la basse et la batterie, apparemment libres de leur mouvement, s'affranchissent de la section rythmique et font à peu près ce qui leur plaît. Là-dessus, Lou Reed déclame un texte comme il n'en avait plus écrit depuis bien longtemps, dans lequel ruminent des démons qu'on pensait vaincus. Si elles avaient plutôt bien accueilli Ecstasy, les critiques fustigèrent en revanche Like a Possum comme un sommet de complaisance de la part d'un grand mégalomane qui n'en était pas à son premier. Le morceau demande certainement de l'endurance, en plus j'imagine d'un penchant coupable pour les gribouillages expérimentaux de Lou Reed, mais j'aime penser que s'il a tant déplu aux critiques, c'est peut-être parce que la rage tortueuse de Like a Possum les concernait en partie. En 2008, j'ai vu Lou Reed à la salle Pleyel jouer l'intégralité de Berlin, le chef-d'œuvre détesté jadis et que tous s'employaient à célébrer désormais. Et je ne crois pas que ce soit un hasard s'il a décidé de diffuser Like a Possum dans son intégralité avant le début du concert. I got a hole in my heart, the size of a truck. Won't be filled by a one-night fuck like a possum. J'ai un trou dans le cœur de la taille d'un camion qui ne sera pas comblé par une baisse d'une nuit. Vint le nouveau millénaire, et peut-être est-ce l'âge de la retraite, le désir de briser sa routine de pionnier du rock confortablement installé, ou le fait d'avoir tout dit et plus rien à prouver, mais il consacra sa dernière décennie à des projets minutieusement concoctés pour faire pleurer les rock critiques devant leurs feuilles blanches. À force de s'y frotter depuis ses débuts, l'art contemporain lui pendait au nez, et l'arrivée dans sa vie de Laurie Anderson, celle qui lui tiendra la main jusqu'à la fin, l'encouragea dans cette voie. Avec une fructueuse discographie expérimentale à son actif, Anderson n'avait pas attendu Lou Reed pour être reconnue comme une créatrice étonnante. Lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois, elle n'avait qu'une vague idée de ce qu'était le Velvet Underground et n'était par conséquent guère impressionnée par la supposée légendaire aura de son leader. A l'inverse, et de façon notable, Lou Reed s'imprégna de l'œuvre de Laurie Anderson. Ce que beaucoup virent comme l'ultime mutation snobinarde d'un musicien à l'orgueil invétéré était tout autant une rare preuve d'humilité. On pourra trouver les concepts de ces 3 derniers albums d'une prétention irrécupérable. Ils étaient pourtant les fruits d'un Lou Reed qui reconnaissait ses influences et accordait du crédit à ses collaborateurs, aux grandes dames de ce pauvre John Cale qui n'aura jamais eu droit à tant d'honneur. The Raven, premier de ce trio final brinzingue, est un hommage on ne peut plus grandiloquent à Edgar Poe, avec une impressionnante myriade d'invités venus déclamer des monologues ou pousser la chansonnette. Laurie Anderson, bien sûr, mais aussi David Bowie, le légendaire pape du free jazz Ornette Coleman, le groupe de gospel Blind Boys of Alabama, Anony, sublime chanteuse transgenre de feu Anthony and the Johnsons, ainsi que les comédiens Willem Dafoe, Steve Buscemi, Amanda Plummer et Elizabeth Ashley. Un casting impressionnant qui prouvait que le New-Yorkais ne s'était pas fâché avec le monde entier. Mais cela ne suffit pas à convaincre les critiques, outrés par le culot hilarant du projet qui osait modifier les textes de Poe, soi-disant pour les réactualiser. The Raven était trop bavard ? Qu'à cela ne tienne ! Sur Hudson River Wind Meditation, Lou Reed ne prononce pas un mot. C'est un disque de musique électronique où il ne se passe pas grand-chose puisqu'il sert à accompagner les séances de tai chi dont Reed et Anderson sont férus. Une telle pratique spirituelle, de la part du plus cynique des pères fondateurs du punk, amusait beaucoup la presse. L'angle était parfait pour le tourner en ridicule, mais comme ce n'est pas au singe qu'on apprend la grimace, Lou voyait venir les sarcasmes de loin et tirait systématiquement le premier. Les journalistes répliquaient, et c'était de bonne guerre, en tartinant leur papier du dédain que leur inspirait cette fin de carrière. Ils avaient pourtant intérêt à faire des réserves d'encre, car Lou Reed préparait un ultime témoignage discographique qui allait mettre certains gratte-papier au bord du burn-out. À celles et ceux qui m'écoutent encore arrivés à ce stade du podcast, je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous en vouloir. Car je le sais pertinemment que certains d'entre vous, perfides que vous êtes, n'avaient qu'une hâte, c'est de m'entendre me confronter, la mâchoire serrée, les oreilles saignantes et les yeux rougis par des larmes de souffrance, à ce naufrage monumental qu'est Loulou, le disque enregistré avec Metallica en 2011 et qui restera donc le dernier album de Lou Reed. Cela a été dit et redit, mais encore aujourd'hui, cette association sonne comme un canular.
Lou Reed et Metallica sont catalogués comme faisant du rock, certes, mais ce genre couvre un très large spectre au sein duquel Lou Reed et Metallica sont diamétralement opposés. D'un côté, vous avez les rois californiens du speed metal viril qui vend des albums par camion entier, et de l'autre, l'intello edgy de New York, qui truffe ses longs textes de références littéraires et de questionnements sur l'identité sexuelle. Mettez un fan de Reed et un fan de Metallica dans un ascenseur bloqué, et je vous jure qu'une fois qu'ils auront parlé de la météo, ils vont vite trouver la foi et se mettre à prier pour que le dépanneur se magne. La seule chose sur laquelle ils pourront se mettre d'accord, c'est que Lou Reed et Metallica dans un même studio, ça fait le même son qu'un chat et un chien dans un sac de toile. Dire que les critiques n'ont pas aimé Loulou, c'est à peine effleurer la vérité. Ça n'est pas un mince exploit qu'accomplit l'album. Jugez plutôt. Loulou parvient à être considéré presque à l'unanimité comme le pire album de Lou Reed, le pire album de Metallica et par conséquent l'un des pires albums de rock de tous les temps. Les retours étaient si mauvais que pendant plus de 10 ans, j'ai refusé de constater par moi-même l'ampleur de la catastrophe. Ce n'est que pour la préparation de cette émission que j'ai décidé de sauter le pas et de m'y confronter enfin. Il a fallu, je ne vous le cache pas, amortir le choc de la première écoute. Effectivement, la pertinence de cette collaboration ne saute pas immédiatement aux oreilles, et c'est d'abord l'incroyable laideur du projet qui m'a saisi à la gorge. Pour justifier l'existence de son glorieux glavio musical, Reed se base sur l'œuvre de Frank Wedekind, un dramaturge allemand qui, par son acharnement à explorer tous les tabous sexuels dans une société pudibonde, fut au théâtre du 19e siècle ce que le Velvet a été à la pop des années 60. La fameuse Loulou, dont il est question ici, est donc l'héroïne de sa pièce La boîte de Pandore, une descente aux enfers bien énervée qui rappelle au passage la noirceur sans concession de Berlin. C'est une nouvelle histoire déplaisante qui nous est racontée, jamais édulcorée par la forme, aussi repoussante que le fond. Exténuée par le temps et les excès, la voix de Lou Reed lutte dans un gargarisme endolori pour percer le boucan orchestré par Metallica. Les fans du groupe n'ont pas supporté d'entendre un vieux dégénéré maugréer des obscénités en lieu et place de leur James Hetfield adoré, chanteur-guitariste pour lequel je n'ai guère de passion et dont la participation vocale se cantonne ici à quelques interventions parfaitement ridicules. I am the view. I am the table. I am the view. I am the table. I am the table. I am the 10 stories. I am the table. I am. I am. I am. I am. I am. Les morceaux semblent être moins des compositions que des longues jams informes qui s'arrangent toujours pour s'achever dans un foutoir complet. Cerise sur le gâteau, l'album est d'une longueur qui confine au sadisme. 1h30, c'est le temps que vous mettrez pour en arriver à bout, si bien sûr vous en avez la patience. Longtemps, j'ai voulu croire que Lou Reed ne pouvait pas faire preuve d'un tel mauvais goût, que Loulou était un dérapage volontaire pour emmerder le monde entier, une farce situationniste dont Metallica était les dindons. Mais non, tout cela est très sérieux, et comme à chaque fois que Lou Reed a promu un disque difficile, il ne s'est pas gêné pour dire en interview que c'était la meilleure chose qu'il avait jamais faite. Il est probable que Metallica n'ait pas compris exactement où ils mettaient les pieds, mais ils étaient volontaires pour se laisser balader. L'enregistrement n'a pas tous les jours été une partie de plaisir. Au cours de celui-ci, Kirk Hammett et James Hetfield se sont effondrés en pleurs, tandis que Lars Ulrich s'est vu menacé physiquement par un Lou Reed pas aussi grabataire que prévu. Mais, face au retour assassin, le groupe n'a jamais cédé. Il n'éprouve pour le projet que gratitude et fierté. Loulou n'a rien d'ironique. L'appréhender en espérant y déceler de la malice, ou pire, du cynisme, est la pire offense qu'on puisse lui faire. C'est une œuvre qui ne s'excuse pas d'exister. Elle vous jette la vulgarité de son concept à la tronche avec un grotesque assumé. Elle se fout éperdument de vos convenances, de vos critères esthétiques ou de la dignité que des rockers vieillissants se devraient d'exhiber absolument. Et au fur et à mesure que mes oreilles s'adaptent, non sans mal, à cette proposition malade, je découvre parmi ces difformités de véritables raisons de m'émouvoir. Un peu plus tôt, je laissais entendre un vague parallèle entre Lou Reed et Frank Wedekind. Pourtant, cela me paraît clair désormais, Lou ne s'identifie pas à l'auteur, mais bien à sa créature, celle qui donne son nom à cet album conspué. Loulou est une jeune femme mal née, une marginale précipitée dans les griffes d'hommes qui, au prétexte de la civiliser, l'exploitent et la brutalisent. Mais Loulou n'est pas une victime comme on les aime.
elle survit en se découvrant des armes redoutables. Elle séduit, elle manipule, elle fait preuve de cruauté, au point que tous ceux qui souhaitent l'amadouer vont regretter de l'avoir rencontrée. Elle se sert du vice des autres pour assouvir les siens et ainsi obtenir de l'existence ce qui lui semblait de prime abord intouchable. En chemin, elle piétine toute moralité, obstacle indésirable à son ascension sociale. Malgré cela, ses prétendants demeurent nombreux. Les fanatiques vertueux qui veulent la voir rentrer dans le rang, en fantasmant des méthodes punitives, les amoureux idiots qui croient pouvoir la sauver d'elle-même, et autres vautours aux obsessions douteuses, tout cela, Loulou les défie avec les provocations outrancières que Lou Reed chante pour elle. Que viennent-ils chercher en rampant, ces misérables? Qu'espèrent-ils satisfaire en la courtisant, elle que toute tendresse a désertée, elle qui n'a pas plus d'amour pour les autres que pour elle-même? Qu'est-ce qui les attire tant alors qu'elle s'enfonce inexorablement dans les ténèbres? Sont-ils suffisamment aveugles ou désespérés pour la suivre jusqu'au point de non-retour? Ces questions, elles s'adressent bien sûr à l'auditeur, et particulièrement aux fans de Lou Reed qui voient son admiration mise à mal. Loulou est un disque qui semble corroborer la thèse selon laquelle Lou Reed n'en aurait jamais rien eu à faire de ce qu'on pouvait penser de lui ou de son travail, que son instinct artistique était la seule chose qui lui importait. Et pourtant, c'est alors que j'écris les dernières phrases de ce texte ébauché il y a plus de 6 mois que je m'aperçois que je ne crois pas du tout à l'indifférence légendaire du New-Yorkais. Ce type a souffert d'un tel vide affectif qu'il a passé 50 ans de carrière à s'interroger sur ce qui le reliait encore à l'humanité. Rétablir un lien de confiance réciproque avec autrui, c'était sa quête du Graal à lui. Il aurait voulu qu'on s'enthousiasme sur ses projets, que la presse cesse de se lamenter sur la fin du Velvet comme s'il n'avait rien fait depuis, que le public achète ses disques. Mais c'est croire en une thérapie magique que d'espérer être accepté de tous. Surtout lorsque, comme Lou Reed, on sort allègrement du cadre de la normalité. Ce n'est pas tant qu'il refusait d'être consensuel, il en était proprement incapable. Il s'y était essayé dans les années 80 avec les piètres résultats qu'on connaît. Et à ces tentatives d'escroquerie, je préfère 100 fois la franchise d'un loulou horrible mais réel. Bien sûr, tous les biographes vous le diront, c'est plus simple de clore la vie d'un artiste avec une œuvre crépusculaire comme Songs for Drella qu'avec le coup de poing dans le ventre musical qu'est Loulou. Voilà pourtant une épitaphe cohérente à l'histoire de Lou Reed. Pour lui qui a tant de fois déconcerté par ses choix artistiques, quel meilleur bouquet final que le sommaire radioactif de sa discographie. Loulou est d'ailleurs fidèle à un principe qui fut le fil rouge de son existence. Pour mériter la beauté, il faut creuser la merde à s'en arracher les ongles. Au bout du disque, une fois l'héroïne éponyme sacrifiée dans une mort violente et subite qui aurait aussi bien pu être la sienne, Lou Reed dévoile son ultime composition, Junior Dad. Alors que la maladie est en train de gagner la partie, il s'absorbe dans la contemplation de son reflet qui se désagrège lentement. Qui aurait pu penser qu'il atteindrait un jour l'âge vénérable de 71 ans? À quelques pas du néant, il constate, enfin, des traits en commun avec son père défunt qu'il n'a jamais pardonné. Won't you pull me up? Scalding my dead father has the motor and he's driving towards an island of lost souls. La faucheuse a frappé une première fois en mai 2013 au niveau du foie. Sauvé in extremis par une greffe effectuée en urgence, Lou Reed a claironné. I'm bigger and stronger than ever. Je suis plus grand et plus fort que jamais. I'm a triumph of modern medicine, physics and chemistry. Je suis un triomphe de la médecine moderne, de la physique et de la chimie. Mais tout l'orgueil du monde n'aurait pu le sauver du deuxième coup de faux, fatal celui-ci. Le long labeur d'autodestruction avait fini par porter ses fruits. Les médecins avaient annoncé, l'air grave, la transplantation a échoué, il n'y a plus d'option, ne reste qu'à attendre. Dans une poignante lettre au magazine Rolling Stone, sa femme Laurie Anderson raconta que jusqu'au dernier instant, Lou a négocié sa date d'expiration. Ce n'est pas la mort qui décida de l'heure du rendez-vous. Lorsqu'il fut prêt, allongé dans son dernier lit, Lou Reed exécuta quelques mouvements de tai chi et, le regard fixé sur l'automne qui décoiffait les arbres derrière la fenêtre, il partit les yeux grands ouverts, comme émerveillé. When you pass through anger and self-deprecation and have the strength to acknowledge it all. When the past makes you laugh and you can savor the magic that let you survive your own war. You find that that fire is passion and there's a door up ahead, not a wall.
C'était Graines de violence. Générique. Is it true, for instance, that you attacked your fans in England and were arrested for obscenity on stage? No. Well, who writes these things about you, if they're not true? Graines de violence. Journalists. And is this perhaps why you don't like journalists? Oh, I love journalists.